Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Alors comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage YouTube dans la barre, en description. En description, il y a aussi un lien vers tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok. On approche des 500, tout doucement mais sûrement. Normalement, aujourd'hui, je suis au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, donc si vous y êtes, alors, normalement, je te regarde cette vidéo, c'est sûrement terminé, le festival. J'y serai encore samedi, normalement, donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. De toute façon, je l'ai dit la semaine dernière, je le dirai sûrement sur mes réseaux sociaux, etc. Et je vais essayer de faire un petit vlog que je vais vous proposer quelques temps après. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et maintenant, on va commencer. Maintenant, on commence avec Look Back de Tatsuki Fujimoto, qui, avec le macaron, nous dit que c'est l'auteur de Chainsaw Man. Vous savez, tronçonneuse man. Voilà. Bon, je comprends, c'est utile, mais je pense que à ce niveau-là, Look Back est attendu par tous les fans de Chainsaw Man, donc c'est utile pour certains ignorants, mais je pense que vu comment tout le monde en parle, tout le monde l'attendait, il faut vraiment vivre dans une grotte pour pas être au courant. Voilà, c'est juste mon avis, mais ça reste comme utile. Donc c'est un petit one-shot de 150 pages. Alors j'ai vu des gens râler sur le fait que c'est proposé à 7 € et quelques pour un bouquin de 150 pages. Je comprends, mais à 20 pages près. Genre, tu voulais quoi? Qu'il t'en ait 20 centimes, enfin 30 centimes? Je sais même pas c'est quoi le prix du papier à la page, donc je comprends après, hein, c'est vrai que t'as l'impression de te faire flouer par rapport à un manga qui est un peu plus épais en termes de nombre de pages. Après, il faut aussi penser au plaisir que tu vas avoir en lisant ce bouquin. Et quel plaisir! C'est un super titre où donc on va suivre alors Fujino, une jeune adolescente qui dessine. Et en fait, alors, au début elle est à l'école primaire, et en fait, elle dit tout le monde la considère comme super douée. Et je pense qu'on a tous connu ça à une époque dans un domaine, quel qu'il soit, hein, le dessin ou le sport ou n'importe quelle discipline. On disait, oh t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Et un jour, il y a quelqu'un d'encore plus fort que toi. Et là, tu te remets en question. Et c'est ce qui arrive à l'héroïne. Il y a une autre fille qui est super douée, elle qui ne va jamais à l'école, donc elle passe son temps à dessiner, et elle se met à s'entraîner dans une sorte d'émulsion pour devenir un peu plus forte. C'est super intéressant, il y a vraiment ce côté, la passion, et comment une personne plus douée que toi va te motiver à être encore meilleur que tu ne l'es déjà. Même si elle n'est pas très très forte au début, mais voilà, c'est l'idée. Et après, ça part un petit peu en freestyle. En plus de ça, il y a un petit clin d'œil par rapport à Chainsaw Man, parce que un moment, quand l'héroïne grandit et devient adulte, a fait un manga qui est en 11 tomes. Et à la fin du tome, on voit qu'il y a un petit mot disant mon personnage va revenir dans le tome 12, et on voit la gueule de son personnage, qui est un homme requin, qui ressemble clairement à Denji, donc je pense que c'est aussi un petit teasing pour l'auteur vis-à-vis de Chainsaw Man tome 12, hein, qui va arriver, ou la saison 2, je ne sais pas comment il va appeler ça, ou numéroter ça. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé, et j'ai hâte de lire ces deux one-shots qui vont arriver, ces deux recueils d'histoires courtes qui vont retracer ces 10 premières années d'auteur, qui vont être en 2 tomes. On pourra avoir ainsi, on va dire, la vision de l'auteur, surtout qu'il y a des thèmes qui reviennent. Il y a encore des passages où les personnages vont au cinéma, qui est un truc qui revient dans quasiment toutes ses œuvres, hein, dans Fire Force et dans Chainsaw Man. Est-ce qu'on verra ça dans ces autres one-shots? Je suis assez curieux de voir ça. En tout cas, Look Back, voilà, c'est une très bonne, c'était une bonne surprise. Je l'avais déjà lu en scan, donc je savais quoi m'attendre. Mais voilà, c'était vraiment une grosse attente, et je suis très content de l'avoir dans ma collection. Manchuria Opium Squad tome 2, et j'avais raison dans ma vidéo manga à chaud sur le premier tome, en disant que il y a des chances que le manga diverge par rapport à Breaking Bad. Et alors là, on part dans quelque chose de totalement différent. Autant le premier tome, c'est vrai qu'on voyait le parallèle avec un mec qui était dans la dèche, il se met dans le trafic de drogue, etc. Il se fait remarquer. Là, on parle vraiment dans l'historique pur. Alors même si je connais pas tout le contexte, on nous parle des peuples mongols dans le nord de la Mandchourie, du trafic d'esclaves, etc. Enfin, il y a une jeune fille, pas de trafic d'esclaves, il y a une fille qui est quasiment prostituée, il y a une japonaise qui se fait passer pour une chinoise qui va au cinéma. On est vraiment là vraiment des histoires plus historiques que le côté drogue. Dans ce tome-là, on le voit quasiment pas. Genre, ils vont voir des Mongols, enfin, le peuple mongol, hein, les tribus mongoles des steppes, pour avoir des hommes armés. On parle un petit peu de la culture mongole, mais c'est vrai que le côté trafic d'opium, il est vraiment en arrière-plan dans ce tome-là, et c'est super intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Enfin, franchement, pour moi, c'est vraiment une des très bonnes surprises de cette année. Manchuria Open Squad, si vous n'avez toujours pas commencé, allez-y. C'est une super série que je vous conseille chaudement. Aoashi tome 7, dans le tome 6, on avait terminé avec l'entraîneur qui disait à Shito tu vas devenir défenseur.
enfin, il va devenir ailier gauche, je dis pas de bêtises. Et donc Ashido, pour lui, ça le bloque, parce qu'il veut être attaquant, il veut marquer des buts, il veut être la grande star. Et là, on lui dit non, tu vas être en défense, tu vas bloquer les attaques, ça le perturbe. Et en plus, bah, que ce soit dans son jeu ou dans sa vie, et ça se voit, enfin, de toute façon, les personnes, enfin, les entraîneurs sont en train de préparer le fait qu'il va avoir un autre poste bien plus intéressant, et donc le central, si je dis pas de bêtises, qui va être un petit peu, bah, un petit peu comme Tsubasa Ozora, en fait, hein, c'est lui qui va répartir, qui va mener le jeu. Et j'aime beaucoup, je crois que c'est dans le premier chapitre, où il y a l'entraîneur qui discute avec l'autre coach, et lui dit ouais, mais Ashito, il sera jamais un bon attaquant. Et imagine-le à ce poste-là. Et d'un coup, le coach, il est en mode, yeux écarqués, il fait mais putain, mais ça va être un putain de monstre. Et même si tu connais pas le sport, clairement, je suis pas un pro du foot, j'ai eu des petites palpitations, franchement, ça m'a plu. Euh, Awashi, trop trop bien. Give my regards to Blackjack, tome 5, donc l'avant-dernier tome de la série, et mais il est énorme. Enfin, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus gros que les autres. Alors, j'ai pas pris les tomes 1, 2, 3, 4 sous la main pour les comparer, mais moi, il est obèse ce tome, il est énorme. Il est beaucoup trop gros. Et donc, passons ça. Dans ce tome, notre petit interne en médecine change de service, encore une fois, et il se retrouve dans le service psychiatrique. Et encore une fois, alors, clairement, moi, celui qui m'a le plus coaché jusqu'à présent, c'est quand même le service néonatalité, qui est pour moi le plus violent. Je pense que les enfants, les prématurés, c'est dur. Clairement, ça, c'est dur. Tous les services enfants, c'est dur. Autant le service psychiatrique, il est costaud aussi. Enfin, de toute façon, tous les arcs, on va dire, de cette série sont costauds. Mais il y en a un qui m'a plus marqué que d'autres. Après, le service psychiatrique est quand même... je reste pas indifférent là-dessus, mais je reste quand même traumatisé par le néonatalité, c'est mon avis. Donc on part dans le service psychiatrique, et tout le côté, les gens commettent des meurtres, ils se font passer pour fous, et on va devoir s'en occuper. Et alors je trouve ça un petit peu bizarre de voir qu'un interne en médecine aille en psychiatrie, parce que c'est clairement un autre champ de domaine médical. Genre, tu peux pas dire qu'un mec qui a fait des études en cancérologie peut soigner, enfin peut être psychologue. Pour moi, c'est vraiment deux branches différentes. Autant, on va dire, un chirurgien peut faire plein de choses, autant un spécialiste en cancérologie, il peut se dire oh, c'est pas un cancer, je soupçonne ça parce que j'ai le passif. Autant la psychiatrie, c'est quand même l'étude, pas du le cerveau, l'organe, mais le cerveau, l'intérieur du cerveau, comment il fonctionne. Et je suis un peu surpris que ça soit il aille dans ce genre d'aile, parce que pour moi c'est vraiment un autre domaine. Après peut-être que je dis des grosses conneries, j'y connais que dalle en médecine, mais voilà, ça reste hyper plaisant à lire, enfin plaisant. T'as la boule au ventre pendant toute lecture, mais c'est une lecture qui te laisse pas indifférent, qui te marque, et bah, vivement le dernier tome de la série. J'ai hâte de voir ce que nous proposait Naban cette année, parce j'ai pas encore vu d'annonce, ou alors j'ai peut-être oublié une annonce, parce que là on a eu la fin des Sessions Terra, que j'ai pas encore lu, parce que j'attends de me relire les 3 tomes d'un coup, pour tout savourer. Ça, dans 1 mois et demi, c'est terminé. Vivement les prochains titres. On passe maintenant à Fairy Tail, l'intégrale tome 10, donc on est toujours dans l'arc de l'Horation 6 qui avait commencé dans le tome 9, hein, qui avait tout juste commencé. Donc là, c'est vraiment quasiment tous les combats entre donc, les 4 guildes, donc de Blue Pegasus, Lamia Scale, Fairy Tail et Cat Slayer, je dis pas de bêtises, enfin la guilde de Wendy, quoi, enfin Wendy qui est toute seule dans sa guilde, hein, vu que je connais les suites. Et donc ils affrontent, tous ces guildes, ces mages-là affrontent les différents membres de l'Horation 6. À la fin, il reste plus que Brain et son fils Midnight, donc ils vont alors, de mémoire, Brain, à moi, il y a un délire où il change d'apparence quand tous les Horation 6 sont finis, donc ça sera dans le prochain tome. Il y a aussi le retour de Geralt, qui a perdu la mémoire, qui se souvient de Erza, enfin, ça part dans un petit peu tous les sens. C'est un arc qui est quand même bien touffu, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il se passe plein de choses. En plus, il y a l'apparition de... Bah, il y a eu Angèle ou Céleste, donc, qui a d'autres clés d'or de la voix céleste de l'astrologie, qui seront donc les dernières invocations de Lucie, parce que pour moi, je crois qu'il lui en manquait 2, et ces 2-là, elles sont pas à elle, elles sont à une fille qui va apparaître dans l'arc du tournoi, qui est dans 3-4 arcs, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, vraiment un bon arc, Horation 6. Je suis moins fan que les précédents, après il est très long, et je pense que quand j'aurai vu la conclusion, peut-être que je changerai d'avis. Là, c'est vrai qu'il est très très long, même s'il y a des petits moments vraiment cool. Grey et son pote, j'ai oublié le nom, Zero, l'empereur Zero, qui affronte Racer, Cobra contre Natsu, donc le Cobra, le combat du chasseur de feu, dragon de feu, et le dragon de poison.
il y a quand même des bons petits moments, mais c'est vrai que je suis un peu moins hype que les arcs d'avant qui étaient vraiment très très cool, peut-être parce qu'il est beaucoup plus long, et donc j'ai pas la conclusion à la fin d'un tome ou l'approche de la conclusion à la fin d'un tome. Le tome annuel de Dead Demon Destruction, tome 11, donc je sais pas s'il reste beaucoup de tomes, de toute façon, vu la tournure du tome, on est vraiment à maxi 4 tomes de la fin. Là, il y a des passages où c'est marqué c'est l'approche de la fin du monde, c'est la fin du monde, etc. Il y a un passage qui m'a marqué. Il y a toute une succession de double pages où tu vois une méga explosion. Et en fait, c'est bien, c'est que l'auteur met des petites bulles où des gens discutent de tout et de rien. Et ça fait un peu peur par rapport au contexte géopolitique actuel, même si ça a été écrit bien avant. Et en plus, je crois que si je me souviens bien, ça fait référence à Fukushima. Est-ce qu'il y a un petit côté, l'immédiateté de la catastrophe en contraste avec le quotidien. Parce que, clairement, une explosion nucléaire, vu la vitesse à laquelle ça va, entre le moment où la bombe est lâchée et le moment où elle touche, il se passe que quelques secondes, vu que ça va à la vitesse du son, de la lumière, tu peux être en train de te brosser les dents, son après t'es mort. Et je trouve qu'il a bien retranscrit ça, ce côté, il y a quelqu'un qui discute avec sa mère, il dit « Ouais, on mange quoi ce soir ?» Et page d'après, ils sont morts. C'est très violent, cette page, vraiment bien aimée. Et alors la fin avec le... Nous sommes le 3208, j'ai bugué, là, le tome 12, il va me faire bugger, là, clairement. J'ai hâte de voir la suite, et vivement, en fait, la fin, parce que quand le dernier tome va sortir, je vais tout me relire d'un coup, pour apprécier le plus possible Dead Demon. C'est vraiment cool, et de toute façon, pareil par rapport à la fin, même l'histoire de Isobeyan, on arrive à la fin, là, dans ce tome-là, Isobeyan, pour moi, il y a la conclusion de ce petit manga dans le manga, parodie de Doraemon. Donc, est-ce que le tome 12 sera le dernier? Est-ce que l'auteur va faire moins de tomes que Poun Poun? Ou plus de tomes que Poun Poun? Ou autant de tomes que Poun Poun? Je ne sais pas. En tout cas, Dead Demon, j'aime bien. Alors même si chaque tome, je suis un peu trop de ce qui s'est passé avant, et donc c'est un peu, je lis le tome, j'apprécie ce que je lis, mais dans l'ensemble, je comprends rien. J'avais pas prévu d'en parler dans mes lectures parce que je les avais pas encore reçus, mais j'ai reçu les tomes 17, 18, 19 et 20 de Kengan Ashura, donc on va pouvoir en parler rapidement. Dans ce tome-là, c'est la fin du combat entre Oma et Reihan, donc le descendant du clan Kure, le champion, qui se fait laver à la fin, même si le combat est quand même bien violent, et Oma en sort bien blessé. Et donc, il y a donc la conclusion aussi par rapport à Yamashita, donc le patron de Oma, Kazuo Yamashita, qui va voir le clan Kure et dit « Oui, on avait parié que vous tuerez mon fils, mais vous le tuerez pas !» Et j'aime bien, c'est comment il porte ses couilles. Là, il pose les couilles devant le clan Kure, il fait « De toute façon, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré. Si vous touchez à mon fils, je vous retrouverai et je vous tuerai tous. » Ah ouais, Yamashita, il blague pas, et d'après tu vois ces gens, ils font j'ai peur. Non, c'était vraiment cool de voir que le personnage prend en assurance avec le temps, et clairement, je le vois trop président du Kengan, je sais pas pourquoi. Ensuite, on a le combat avec ce personnage-là, donc, désolé, j'ai oublié le nom, Wakatsuki, qui va affronter Julius Reynolds, donc le champion de la Toyo électrique. On nous dit d'un côté, on a lui qui est une force de la nature, qui est né avec une densité musculaire 5 fois supérieure ou 10 fois supérieure à la moyenne, ce qui fait que il fait 1m93 pour 193 kg. Genre chaque centimètre de son corps fait 1 kg. Ce mec est un monstre de puissance, de muscles condensés, et il affronte Julius Reynolds, donc qui est le fruit de la puissance médicale allemande, qui est donc alors ils disent c'est une créature contre nature. Donc la contre-nature contre la force de la nature. Le combat est puissant. Alors il est très court, hein, finalement, il fait même pas la moitié du tome. Et ensuite on passe au combat suivant, qui est donc le combat entre, excusez-moi, Sekibeya Shiju, donc le catcheur, face à Muteba, donc j'ai plus le mot, je vais dire le gangster, le mercenaire africain. Combat qui a l'air très violent aussi, qui n'est pas terminé, qui va se terminer dans le prochain tome. Là, les combats sont quand même relativement courts, ce qui fait qu'on a, on va dire, 2 combats par tome, même si on a un demi-combat au début du tome, un demi-combat à la fin et un combat entier au milieu. Ça fait très plaisir. Kengan Ashura, là, on accélère parce que, bah, il reste quoi après les 4 tomes que j'ai reçus, il en reste plus que 6. Ouais, clairement, de toute façon, la Japan Expo, c'est terminé. Alors, il y a une rumeur. Je dis c'est une rumeur. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Il y a des gens qui disent que Mayan a acheté les droits de Baki. Alors, en fait, la rumeur est revenue parce que déjà, il y avait eu... ils avaient posé la... De toute façon, ça paraissait logique. Ils ont édité Kengan. Baki, c'est clairement le papa de Kengan dans son fonctionnement un petit peu.
Il y a eu des histoires où ils ont demandé: «Ouais, si ça fonctionne Kengan, vous êtes Baki?» Ils avaient dit plus ou moins oui, enfin c'était un peut-être et là, il y a quelques jours, ils ont posté un tweet avec une phrase, par rapport à une série et en fait, c'est une phrase très, connue dans la communauté Baki par rapport à un chat et les gens se disent: «C'est la même phrase, c'est beaucoup trop gros pour que ce soit pas ça» et il y a des gens qui disent que c'est qu'ils avaient vu sur Amazon comme quoi ils avaient les droits. Je sais pas si c'est vrai, donc voilà, je vous partage ça avec vous. S'il y en a qui ont plus d'informations, dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, bah, si à la fin de Kengan on me propose Baki, je suis heureux. Clairement, je suis très heureux même. One Punch Man, tome 24, donc le tome qui vient marquer la fin de la frise, qu'en plus on voit à la fin du tome, on a un petit dessin voilà, où l'auteur elle a refait, enfin on l'a en imprimé gris, donc on est toujours dans le méga arc de l'association des monstres, canard qui se terminera sûrement jamais, il est beaucoup trop long, il y a plein de combats, One Punch Man Saitama qui affronte plein de gens, plein de monstres, il y a un gros chien, il y a Tatsumaki ou Tatsuki, je sais, non, Tatsumaki, c'est la fille aux cheveux verts qui affronte donc l'un des gros lieutenants cyclopes avec plein de bras, il se fait démonter, on a des petits trucs par rapport à Joli Masque, enfin Joliment Masqué, Joli Masque, je sais plus comment il s'appelle, Beau Gosse Masqué, qui a l'air de craindre les gens laids. Alors pourquoi on va savoir ça dans le prochain tome, mais voilà, ça reste toujours plaisant à lire, mais c'est vrai que l'arc est très très long, et je pense que je l'apprécierai beaucoup plus quand j'aurai tout relu d'un coup, quand l'arc sera terminé, parce que c'est vrai que il dure depuis le tome... Enfin, Garou, ça a commencé au tome 15-16, alors ok, il s'est passé plein de choses entre-temps, mais c'est vrai que Garou et l'Association des monstres, c'est plus ou moins le même arc. Donc, bah, vivement les prochains tomes, et vivons peut-être la fin de l'arc pour tout lire d'un coup et peut-être apprécier beaucoup plus cet arc. Maintenant, on va parler de bande dessinée et on commence avec Yojimbo, donc une série de Sylvain Repos. Alors, il y a 2 tomes, j'ai acheté que le premier. Alors, déjà, parce que je me dis, si j'aime pas, ça serait con d'acheter 2 tomes et pas aimer. Alors, j'ai aimé, donc j'achèterai le tome 2. Et surtout, bah, j'ai appris que l'auteur serait à Angoulême cette année. Donc, autant acheter le tome 2 et se le faire dédicacer sur place, parce que bah, la plupart des éditeurs, c'est une dédicace égale un achat. Faut que tu achètes un bouquin pour avoir une dédicace. Avoir le droit à une dédicace en plus, hein. C'est même pas obligé. C'est-à-dire que tu peux acheter un bouquin et te faire fister et dire bah tu n'auras pas la dédicace. Donc je préfère au moins me dire je vais acheter un tome sur place et l'avoir. De toute façon, bah, c'est compliqué de dire je vais acheter des BD d'un auteur que je ne connais pas, parce qu'en plus c'est sa première BD si je dis pas de bêtises, d'une série que je ne connais pas, et si j'aime pas, je suis comme un con. Alors, Yojimbo, c'est quoi? On est dans une sorte de monde futuriste, enfin Japon futuriste, où il y a je crois qu'il y a une explosion nucléaire, ou enfin de toute façon, l'île a été désertée, il reste plus que des robots qui sont un peu dans le délire encore Japon féodal, ou donc ils sont en samouraï, et il y a ce robot, donc les robots s'appellent les Yojimbo, donc Yojimbo robot, et il découvre des humains, et il va l'accompagner dans une quête, etc. Je dis pas tout parce qu'en fait il y a tout un délire un petit peu société secrète, entreprise, etc. C'est vraiment très bien dessiné, la couleur est très belle, mais c'est surtout le découpage en fait. Au tout début, il y a tout un passage qui fait vraiment très film de Kurosawa, où tu vois donc ce robot avancer dans la pampa, enfin dans la jungle délabrée, futuristo-féodale japonaise, et il tombe sur un autre samouraï, et ils enclenchent un combat, et franchement le découpage fait vraiment vieux film de samouraï, ça me fait beaucoup penser à Ghost of Tsushima, voilà, dans la manière de montrer le combat, vraiment très très cool, et j'ai hâte de lire le tome 2, surtout que j'ai vu quelques dessins du tome 2, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de robots avec des designs beaucoup plus fantasques. Donc je suis très curieux de voir ça, en tout cas Yojimbo, si vous ne connaissez pas, foncez, c'est une super BD, et qui est vraiment le parfait bon mélange entre le manga et la BD, parce que tu sens comme une très grosse culture manga dans cette BD, et franchement pour 15 balles et fait 150 pages, y en a qui se plaignaient du prix trop élevé de Look Back. Yojimbo c'est plus cher pour autant de pages, mais bon, c'est des pages en couleur, grand format, hardcover, je blague en disant ça, hein, mais c'est vraiment une super BD, et j'ai hâte de lire le tome 2, et j'ai hâte de voir la conférence de l'auteur à Angoulême, j'en parlerai dans mon vlog si j'en fais un, et j'ai hâte de j'espère le rencontrer, avoir une dédicace pour discuter un petit peu avec lui. En tout cas, le Jimbo, c'est trop bien. Dans le précédent Mes Lectures, j'ai parlé du Chat du Rabbin, bah maintenant je reparle de Klezmer, donc toujours le premier intégral. Là j'attaque le 2e tome de la série sur 5, donc bon anniversaire Scylla, donc c'est vraiment la suite du premier tome, où en fait à la fin du tome 1, notre petite bande de joyeux lurons était accostée par un mec en disant vous êtes des musiciens, on vous veut un anniversaire, et donc
l'anniversaire de Scylla, qui est une vieille dame handicap, enfin qui a un fauteuil roulant, qui parle pas. Et en fait, tout le tome, c'est une soirée, la méga soirée d'anniversaire de Scylla. Vraiment très très bien, j'aime beaucoup le rapprochement entre, donc pour moi, ce qui est le héros, donc c'est le petit rouquin aux yeux bleus qui s'est fait, qui a volé une pomme et on l'a jeté à la poubelle, enfin on l'a jeté, on dit tu n'étais plus un juif, avec la fille musicienne, la fille du groupe. J'aime bien tout le passage où ils sont dans une baignoire, ils se bandent les yeux, ils disent ouais tu me regardes pas, hein, non je te regarde pas, hein. Tu regardes pas, hein, parce que moi je suis timide. Hein. C'est vraiment très cool, et surtout que l'auteur a rajouté des petites pages par rapport à ça. Alors est-ce que c'était rajouté dans l'album d'origine ou avec l'intégrale? Je ne sais pas. En plus, c'est bon, c'est 3 pages où ils font que chanter, donc ça perturbe pas trop les récits tant que ça, mais c'est super intéressant, voilà, de voir l'affinité qu'il y a entre eux, les petites interactions entre les personnages dans cette soirée, et vraiment très très bien, Klezmer. Je pense que je vais continuer à mon rythme de... Je me lis un tome du Chat du Rabbin, un tome de Klezmer. Chat du Rabbin, Klezmer. De toute façon, il n'en reste plus que 3, donc ça va... Je vais en parler encore pendant... quelques mes lectures, mais en tout cas, Klezmer, très très bien, toujours aussi fan de la colo, même si pas toujours évident de tout saisir, parce que il y a quand même ce trait particulier de Johann Sfar avec l'aquarelle, qui rend pas toujours tout bien lisible au premier coup d'œil. En plus de ça, je crois que j'en ai parlé dans mes lectures, régulièrement, Johann Sfar fait des petits dessins, dans le même style en fait, par rapport au conflit Russe-Ukraine, qui est super intéressant. Est-ce qu'il publiera ça en bouquin? Je sais pas trop, à voir. Parce que bon, ça serait quand même faire de l'argent sur un conflit qu'il dénonce. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est aussi capitaliste que ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Klezmer, j'aime beaucoup. Je vous conseille de prendre au moins le premier intégral pour vous faire une idée. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. On finit, comme d'habitude, avec du Astérix. Et cette fois, c'est le tome 9. C'est Astérix et les Normands. Alors, la couverture a changé, parce que, de mémoire, j'ai souvenir d'un album où on voyait Goût du risque, et qui pointait de loin les Normands qui étaient sur un bateau, et donc là ils l'ont changé avec une petite baston entre Obélix, Astérix et Goût du risque qui se fait attraper par Grosse Baffe, le chef des Normands. Donc les Normands qui veulent découvrir la peur, et donc ils vont découvrir ce que c'est la peur dans ce tome-là. Alors c'est un petit peu, comment dire, très anachronique, vu que les Vikings n'existent pas vraiment à cette époque-là. En tout cas, les Normands n'existent pas à cette époque-là, parce que les Normands ont été créés au 9e siècle. Donc ils ont... Bon, après, parler d'anachronisme dans Astérix, voilà, c'est un peu ridicule. Mais bon album. Alors moi, j'ai souvenir du film d'Alexandre Astier, si je peux pas dire, c'est pas Astier qui l'avait fait. C'est le film d'animation avant Astier. J'ai souvenir qu'on les avait vus dans le film live au service de Sa Majesté, ils vont en Angleterre, qui était nul à chier. Donc j'ai des bons souvenirs des Normands. L'album est bien, mais c'est pas mon préféré. Voilà, clairement, là, de ce que j'ai lu des 9, je dis pas que c'est le plus mauvais, il y en a carrément que j'ai beaucoup moins aimé, mais c'est vrai que, en fait, je comprends que les gens disent ça, et c'est vrai. Quand tu te lis un album Astérix à l'étranger, et après tu tombes sur un Astérix classique, où il reste dans le village, tu vois la différence de niveau, et c'est vrai qu'en Bretagne, enfin chez les Bretons, il est trop bien, et les Normands, il est bien, voilà. Il est pas trop bien, il est bien. Le problème, c'est que c'est vraiment l'oscilloscope. C'est un bon album, un album un peu moins bien. Et là, c'est vrai que c'est un album un peu moins bien, parce que avant, il y avait un très bon album. Et normalement, le prochain, c'est quoi? C'est Astérix Légionnaire. Ouais, c'est celui où il est en tenue de centurion, enfin de légionnaire romain avec Obélix. Et il y a 2 centurions qui sont en train de pleurer en les voyant. À voir. Clairement, là, à voir. Mais en tout cas, les Normands est sympathique. C'est pas mon préféré. Bon, avec, j'ai bien aussi Goudurix, qui est donc le petit Parisien qui va à la campagne et qui critique tout. Qui est un truc... Alors, je sais que mes parents me disaient que c'était un petit peu ça à l'époque, c'est que quand ils allaient voir leur famille dans le sud de la France, ou ils quittaient l'île de France, les mecs, ils avaient 10 ans de retard. Alors, c'est pas pour critiquer, mais mon père me disait, il allait voir ses cousins, ils avaient pas la radio, ils avaient pas la télévision, ils avaient pas internet, peut-être n'existait pas, et donc il leur remettait toutes les cassettes des gros albums de l'année en fait. Et donc chaque année ils avaient la mise à jour de tout ce qu'avaient fait les Rolling Stones, les Beatles, AC/DC, Metallica, et mon père il venait avec toutes les cassettes qu'il avait copiées sur un magnétoscope pour leur filer. Et donc je pense que c'est une critique de ça, le fait que les gens de la campagne à l'époque où c'est sorti étaient un peu en retard, un décalage par rapport à ce qui se passait sur la région parisienne, qui était un petit peu le noyau central de toute l'évolution, etc., de la culture, sans critiquer qui que ce soit. Vous me baissez vos fourches, mais voilà, en plus là je parle d'un album qui est sorti dans les années 60, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui.
On est bien clair. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez aimé, c'est le cas, laissez un pouce bleu, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir. Comme d'hab, il y a toujours un lien vers tous mes réseaux sociaux. Et maintenant, moi je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!